Ça a été longtemps dans l'air du temps, cette critique du spectacle. Et la critique du spectacle, elle a souvent été pensée comme une critique de l'absence d'intervention, de mise à l'écart du public, de transformation du public en une espèce de masse passive. Moi, la question du spectacle, ce qui m'intéressait avec l'agence de notation, c'était en quelque sorte, de le retourner un peu contre lui-même pour en faire un élément de transparence. Ce qui caractérise les agences de notation et les notations en général, c'est leur opacité. Par exemple, quand vous soutiendrez votre thèse, vous vous rendrez compte d'un truc, c'est que le jury va s'en aller dans un KGB et va délibérer. Vous ne verrez pas ce qu'ils se disent de vous, vous n'entendrez jamais. Peut-être qu'ils diront des trucs du genre oh, c'était un peu merdique, mais on va quand même lui mettre une bonne note parce que c'est. Enfin, on ne sait pas, alors on peut penser n'importe quoi. Et les agences de notation de type Moody, la première des choses qu'on constate dans leur façon d'être, c'est leur opacité. Alors on fait venir des gens, on les interviewe, surtout des personnes qui participaient, qui étaient des acteurs de ces agences, on essaie de leur tirer les verres du nez pour savoir comment ils procédaient, mais quand ils en sont plus, c'est toujours pareil. C'est comme quand par exemple vous interviewez un repenti d'une mafia. Qu'est-ce qui vous prouve qu'il va dire la vérité aussi? Il risque de se faire dézinguer en traversant la rue, vous voyez? C'est le même problème qui se pose, de l'intérêt. Donc l'agence, elle est par essence, l'agence de notation, elle est par essence, et la notation générale opaque. Là, l'usage du spectacle, c'était un moyen, c'était d'utiliser le spectacle comme un phare, en quelque sorte. On projetterait sur quelque chose qui, normalement, par essence et nature, reste opaque et doit l'être pour fonctionner correctement. C'est vraiment... il appellerait ça une espèce de posture transparentiste. Et je pense que c'est toujours rigolo quand ça fonctionne comme ça. Pas toujours dans tous les cas, mais dans ce cas-là, c'est bien, ça peut être intéressant et joyeux d'utiliser le spectacle dans ce sens-là. Et d'autant plus, ce que je trouve vraiment marrant, c'est que ça ne vous menotte pas. Vous voyez, moi, vous posez des questions, on les prend, et puis ça fait partie du jeu, là, ça commence, boum, il y a des mains qui sortent. Normalement, quand on assiste à des trucs, vous avez sûrement vu des performances de poésie, Chaton, Penquin, tous ces clips, ils braillent leur truc, et puis tout le monde s'en va, après terminé, au revoir. Et là, alors que là, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça, vous êtes content de parler, et nous on est content de vous entendre, et il y a des propositions, et ça c'est quand même vraiment marrant. Oui, c'est très bien. Monsieur. Est-ce que le jury, donc, qui a noté le jury, a assisté aux délibérations du jury? Non. Pourquoi? Alors pourquoi? C'est une réponse aussi évidente. Parce que les vrais jurys notateurs persistent dans leur opacité. Mais c'est ça, parce que vous n'avez pas ouvert la porte. Alors aussi, il y a peut-être aussi ce truc kafkaïen de je reste devant la porte de la chambre. Ça me semble un peu un trou noir dans la méthodologie. On peut soit considérer ça comme un trou noir, on peut aussi considérer ça comme un trou plutôt... Là, vous venez de participer à quelque chose d'intéressant dans l'agence de notation, vous venez de montrer quelque chose, c'est qu'un jury est suffisamment intimidant pour laisser derrière la porte, comme un personnage kafkaïen, nos 4 membres du jury qui n'osent pas rentrer. Et moi, le premier, j'ai pas osé aller taper à la porte pour dire hey, vous dites quoi, vous faites quoi là, vous voyez, comme dans le procès. Ils sont là, ils ont fait leur petit micmac sans nous, et nous sommes tellement habitués à cette opacité que nous ne sommes pas entrés les perturber. Comme probablement, vous ne le ferez probablement pas quand votre vraie thèse sera soutenue, et peut-être que vous aurez envie de le faire. Je ne sais pas comment ça va, peut-être que ce sera bien pris. Mais ce qui est intéressant, c'est de le mettre en scène, hein, je crois. Il y a un élément de culture nationale, d'un pays à l'autre. Alors, cette opacité, elle existe, mais elle varie. Oui. Vraiment, en France, cette opacité, elle est très très forte dans le milieu, entre autres académique, mais c'est pas le seul. Elle est assez insupportable. Je pense aussi dans ce que vous dites sur l'opacité de la notation, il y a aussi l'absence de réciprocité de la notation. C'est-à-dire que c'est une mise en place d'une autorité, on sait arbitraire, peut faire,
qui s'énonce au moment où elle s'élabore avec un petit posé, et qu'à partir du moment où la notation serait toujours réciproque, elle s'applique à des corps, et ceux qui notent sont aussi notés, et ainsi de suite, ça peut servir. Le troisième élément, c'est aussi le fait que ce qui est très problématique dans la notation, c'est que les présupposés de la notation, c'est-à-dire les attendus, ce qu'on attend de ceux qu'on va noter, n'est pas posé avant. Donc, arrive comme un coup près, et l'autorité s'instaure telle quelle, puisque de toute façon, elle ne s'énonce qu'au moment où elle se dit. Et elle n'est pas, et donc on ne peut pas y répondre. On nous demande, d'une certaine manière, dans une notation, de répondre à quelque chose qu'on ne sait pas d'avance. Ce qui est une équation absolument impossible. Et donc il y a tout un jeu de réciprocité de notation ou d'entente d'évaluation, une entente réciproque d'évaluation qui permettrait au moins de répondre à quelque chose. Négocier l'évaluation. Oui, et négocier, c'est ce qui se fait dans le milieu universitaire canadien. Il y a des ententes d'évaluation chaque semestre. On se met d'accord sur les critères d'évaluation des professeurs et des étudiants, et on signe très officiellement. Ouais. Alors, j'ai un ami italien qui m'a dit que des choses comme ça pouvaient se faire dans certaines facs italiennes. C'est pas tellement le cas en France. Au-delà de c'est plutôt la subjectivité dont on a parlé des notes. Là, on a noté finalement des présentations, on a essayé de faire un barème qui était donné par les livres, on a surtout essayé de classer les uns, les prestations des uns par rapport aux autres. C'est pour ça peut-être aussi que les notes étaient trompées parfois. Ça peut paraître opaque. On parlait des délibérations dans notre jury, finalement, on a des barèmes plus objectifs que ça et on tend finalement vers le bonheur. On ne va pas retrouver cette opacité dans les matières. Moi, je ne vois pas sur les matières techniques, justement. On a un barème bien établi. Et donc, même si on note de l'autre côté, dans le bureau, le sol, ça sera vu comme extrêmement transparent. Parce que les étudiants auront le barème et pourront manipuler finalement, c'est bon, c'est fait. Et ils pourront même se calculer en œuvre, même que je la calcule moi. Et donc, pourtant, je le fais seul dans mon coin et on ne va pas dire que c'est pas. Parce que là, ça devient très objectif. C'est bon, c'est pas bon, il y a un barème. Là, ici, c'est fait sur des performances, sur des situations, sur des choses qui correspondent à notre perception. Oui, peut-être, alors permettez-moi de vous dire, là je ne parle plus du tout de ce qu'on avait cet après-midi, mais moi, il se trouve que j'ai fait des études de sciences et des études d'ingénieur. Et vous savez comme moi qu'un ingénieur, c'est pas simplement quelqu'un qui fait des équations et qui travaille techniquement pour produire des énoncés vrais ou faux. C'est aussi quelqu'un, par exemple, à qui on demande de diriger une équipe, à qui on demande d'avoir un certain charisme, à qui on demande d'avoir, par exemple, une certaine manière de se comporter vis-à-vis de sa hiérarchie. Toutes ces qualités-là, qui peuvent être évidemment liées à son travail de production d'énoncés vrais ou faux, sont aussi des qualités qui pourraient être évaluées comme l'ont été nos candidats à l'art, c'est-à-dire évaluer la présence, la gestuelle, la rhétorique, la manière de... Vous voyez ce que je veux dire? Alors, un ingénieur en radioactivité. Et vrai, effectivement, c'est quelqu'un de comportement. Il y a des matières comme ça, le management qui justement sont à niveau totalement subjectif sur la notation. Voilà. Et ce ne sont pas des liens techniques. Non, mais en revanche, ce que l'on peut éventuellement essayer de penser, c'est la relation entre les deux. Parce que, vous voyez, dans les écoles, on pense management, communication, ce genre de choses, et puis à côté, la technique, la production d'énoncés vrais-faux. Quel lien il y a entre votre manière de produire des énoncés vrais-faux vous engage aussi en tant qu'humain et en tant qu'être relationnel. La façon, c'est un processus de produire un énoncé vrai-faux. Ça ne sort pas comme ça, boum. Vous voyez? Et ce processus-là, qui est lié au contenu même de votre énoncé vrai-faux, à sa forme, à sa formulation, le processus qui permet d'y aboutir, pourrait aussi être évalué dans des termes peut-être un peu comparables, subjectifs à ceux qu'on a entendus cet après-midi. Seulement il ne l'est pas parce qu'on se fait cette séparation et qu'on pense que les techs qu'en termes de mathématiques physiques versus management, communication. Vous voyez le truc? Où d'un côté la communication est totalement dissociée de la production des énoncés vrais-faux, mais est associée à d'autres choses, par exemple la façon dont on dit bonjour et ce genre de trucs. Mais c'est aussi qu'est-ce qu'il fait un bon ingénieur? Est-ce que c'est de bien avoir une bonne base? Est-ce que
que c'est sa capacité à communiquer? Honnêtement, je n'ai pas de réponse, moi. Est-ce qu'il n'y a pas quand même des disciplines qui sont convergentes et d'autres divergentes? Évidemment, bonne note, ouais. Dans les disciplines de recherche-création, c'est divergent, c'est-à-dire que les étudiants ne vont pas tenir les mêmes énoncés, parce que ils ne doivent pas correspondre à une connaissance préétablie, de produire de la connaissance, c'est un peu différent. Alors qu'il y a des disciplines qui sont à dominante, même si elles peuvent avoir des sous-disciplines subjectives, mais elles sont à dominante convergente. Par exemple, si on fait des études de comptabilité, même si le relationnel est important, lors d'un examen de comptabilité, les résultats sont identiques. Les résultats sont des énoncés vrais ou faux. Or là, il n'y a pas d'énoncés vrais ou faux dans la recherche. C'est quand même une différence épistémologique. En sommes-nous vraiment totalement sûrs? Non, pas sûr, c'est une chose. Moi, je pense que la question de la vérité se pose partout. Hein. On est tellement, malheureusement ou heureusement pour nous, imprégnés de ça. Là, on se lance dans des questions de philosophie de Pascal Angèle et de Richard Rorty. Hein. Voilà, c'est dans quelle mesure, ou de Wittgenstein. Voilà. Mais un énoncé d'Einstein et une œuvre de Picasso n'ont pas le même rapport à la vérité. Ah, certes non. Voilà, je dirais juste que les disciplines de recherche-création, effectivement, posent des questions d'évaluation qui sont peut-être d'un ordre légèrement différent. Oui, en tout cas, ce qu'on appelle vérité est d'une autre nature. C'est moins propositionnel, c'est moins... C'est très compliqué. Hein. Là, on entre dans des débats. Il serait quand même bien présomptueux de pouvoir y répondre ce soir.